L'addiction, la servitude apprise du cerveau. Par Émile Erlerm en novembre 2025. La vérité est un bien public, donc un service public. Qu'est-ce qu'une addiction ? C'est une habitude devenue tyrannique, une structure neuronale qui s'active d'elle-même, un circuit de plaisir ou de soulagement qui réclame son dû. Le cerveau, une fois qu'il a goûté à une satisfaction, cherche à la reproduire, encore et encore. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est une conséquence de sa mécanique. Le vivant apprend par répétition. La répétition renforce les connexions, et ce renforcement, quasi pavlovien, devient le lit de l'addiction. Nous sommes donc tous prédisposés à l'addiction. Ce n'est pas une exception pathologique, mais une propriété universelle du cerveau. La différence entre habitude et addiction n'est qu'une question de dosage. Une habitude sert la survie, une addiction finit par la desservir. Dans les deux cas, le cerveau agit pour maintenir sa cohérence, non pour servir la liberté de celui qui l'anime. Les addictions naturelles et fabriquées. Certaines addictions sont biologiques. La nourriture, le sexe, le sommeil, le besoin d'amour. Elles prolongent les mécanismes de survie. Mais l'humain, toujours inventif, a appris à détourner ces tendances naturelles. Les parents cultivent souvent la dépendance affective. Ils veulent être aimés de ceux qu'ils ont fabriqués, et cherchent à s'en assurer par l'imprégnation émotionnelle. La société renforce la dépendance au travail, à la réussite, à l'argent. Elle a besoin de corps obéissants et de cerveaux occupés. Les marchands, eux, transforment le désir en produit. Ils vendent des stimuli, des doses de satisfaction rapides. Quant aux gouvernants, ils trouvent un grand avantage à voir la population calmée par ses propres distractions, du pain et du foot. L'addiction devient un outil de stabilité politique. Ainsi, les addictions dites sociales, au téléphone, à la télévision, aux jeux, à l'information, à la mode, ne sont pas des dérives, elles sont fonctionnelles, dans un système qui exploite la plasticité du cerveau humain. On ne gouverne plus par la force, mais par l'habitude. L'innocence de l'addict. Si nous sommes construits avec un cerveau capable d'addiction, alors personne n'est responsable de ces addictions. Ceux qui blâment l'addict ignorent qu'il possède la même mécanique en veille. L'addiction n'est qu'une expression plus visible d'une servitude universelle. Nous sommes tous dépendants de nos circuits, certains du sucre, d'autres du pouvoir, d'autres encore de la reconnaissance. Punir un addict revient à punir le cerveau pour avoir appris. Les vrais fabricants de dépendance ne sont pas ceux qui consomment, mais ceux qui profitent de la consommation. Les marchands, les médias, les États, ce sont eux qui organisent l'environnement de stimulation permanente. Mais même eux ne sont pas responsables. Ils sont simplement addicts à l'argent, au contrôle ou à leur propre réussite. Tout le monde est entraîné dans la même boucle. L'univers est responsable, nous aussi. La fonction de contrôle. Si l'addiction est inévitable, la seule issue est d'apprendre à améliorer le contrôle. L'éducation devrait enseigner le fonctionnement du cerveau avant toute autre chose, apprendre à reconnaître les automatismes, à repérer les déclencheurs, à voir les pièges. Mais notre système d'éducation forme surtout des dépendants bien adaptés, dépendants du regard de l'autre, de la note, du salaire, du succès. La prévention de l'addiction passe donc par la compréhension de la fabrication. Il ne s'agit pas de moraliser le cerveau, mais de le comprendre pour éviter qu'il soit dressé contre lui-même, car c'est toujours la même mécanique. La mémoire de stockage conserve la trace du plaisir, et la mémoire de rappel le réactive dès qu'un signal lui ressemble. La société, elle, se charge de multiplier ces signaux pour maintenir le cycle en activité. L'addiction à la violence. Parmi les addictions les plus anciennes figure la violence. Elle excite, décharge, libère des hormones puissantes. Elle donne un sentiment de puissance immédiate. C'est une addiction primitive, exploitée par la société pour des usages précis. Armée, police, sport, politique. La guerre, institutionnalisée, devient un exutoire collectif. L'homme violent est récompensé, décoré, ou simplement distrait. La femme, en revanche, est traditionnellement éduquée au contrôle.
On la forme à la retenue, à la patience, à la maîtrise du geste et du mot. Le déséquilibre des rôles n'a rien de naturel, il est culturel. L'éducation à la gestion des impulsions devrait être universelle, pas genrée. Addictions utiles et polluantes. Certaines addictions paraissent bénignes. Collectionner, courir, consulter son téléphone. D'autres détruisent. Drogue, alcool, pouvoir. Mais du point de vue de la société, les bonnes addictions sont celles qui maintiennent la productivité et la paix sociale. Celles qui menacent l'ordre établi deviennent maladies. L'addiction est donc à la fois outil de régulation et symptôme de soumission. Pavlov et Lorentz et la mécanique de l'addiction. Le réflexe pavlovien n'est pas un phénomène anormal. C'est le mode ordinaire d'apprentissage du cerveau. Il associe spontanément les signaux perçus ensemble ou de manière consécutive. Le chien qui salive à l'odeur de la pâtée manifeste simplement une connexion entre une stimulation sensorielle et une réponse motrice. Si la pâtée est servie à midi, quand l'horloge sonne, le son de l'horloge remplacera l'odeur. C'est la logique associative naturelle du vivant. Chez l'humain, ces associations sont permanentes et souvent invisibles. La sonnerie du téléphone est l'objet lui-même, le rouge et le sang, l'éclair et le tonnerre, la bouteille et un liquide. Chaque fois que deux phénomènes coïncident, le cerveau établit un pont fonctionnel. C'est cette capacité de liaison qui fonde tout apprentissage, et aussi toute addiction. Konrad Lorenz, de son côté, a montré comment une imprédiation précoce fixe certains de ces liens. L'attachement aux parents, au groupe, à la voie familière. Ces attaches deviennent des références de sécurité auxquelles l'être reste connecté, même lorsqu'elles n'ont plus de fonction vitale directe. Pavlov et Lorentz décrivent donc deux versants d'un même mécanisme. Le premier explique comment le lien se crée, le second comment il se fige. Leur combinaison produit l'addiction, un lien qui persiste au-delà de son utilité. Mais il faut préciser que tout est chimique dans ce processus, même l'affectif. Les émotions ne sont pas des entités mystiques, elles sont l'activation de structures neuronales apprises, qui déclenchent un comportement spécifique. Ce que nous appelons émotion n'est que la prise de conscience d'un comportement en cours. Autrement dit, c'est le comportement qui fait l'émotion. Les hormones dans cette mécanique ne sont pas des causes autonomes, ce sont des médiateurs d'adressage, des signaux de coordination qui préparent ou prolongent l'action des réseaux neuronaux. Elles transportent des déclencheurs chimiques, là où le courant électrique ne suffit pas, assurant la synchronisation globale du corps et du cerveau. Dire qu'une émotion est chimique revient donc à dire qu'elle est une réaction en réseau, une interaction interne de systèmes neuronaux et endocriniens. Bref, un phénomène intégralement matériel. Ainsi, toute addiction, qu'on la dise chimiquement ou affectivement entretenue, est en réalité un effet du même processus physico-biologique. Les circuits neuronaux, renforcés par la répétition, s'appuient sur ces médiateurs chimiques pour stabiliser le comportement. Répétition, renforcement, maintien, voilà le triptyque pavlovien-lorenzien de toute dépendance. Les marchands exploitent Pavlov, ils savent créer les signaux qui déclenchent le désir. Les parents et les institutions exploitent Lorentz, ils impriment les modèles affectifs et symboliques qui fixent l'attachement. Ensemble, ils construisent des êtres programmés pour répondre, rarement pour comprendre. L'existence même de ces deux mécanismes montre qu'aucun comportement humain n'est vraiment choisi. Nous sommes fabriqués pour apprendre, programmés pour répéter, imprégnés pour aimer, et donc prédisposés à dépendre. Les addictions ne sont pas des fautes individuelles, mais des effets mécaniques d'un cerveau dressé par la nature et exploité par la culture. Conclusion. Les gouvernants, et la société tout entière, connaissent désormais mieux le fonctionnement du cerveau humain que la plupart des individus eux-mêmes. Ils savent comment activer nos circuits de plaisir, nos réflexes de peur, nos dépendances à la sécurité ou à la nouveauté. L'addiction est devenue un outil politique. On pourrait s'en réjouir. Enfin, la société comprend l'humain. Mais elle ne l'aide pas à se comprendre lui-même. Elle aide surtout à mieux consommer, mieux obéir, mieux voter.
Le cerveau humain n'a jamais été aussi bien étudié ni aussi bien exploité. C'est donc à chacun d'essayer, ironiquement, d'exercer un contrôle sur ceux qu'il ne contrôle pas, son propre cerveau. Reste à savoir si cette connaissance servira à libérer les individus, ou simplement à perfectionner leur dépendance. En attendant, chacun est libre de croire qu'il est libre, puisqu'on nous le dit. Fin par Émile Berlerme. L'obligation d'exister implique l'innocence d'exister en permanence, ce qui est vrai pour les moutons comme pour les loups. Les liens vers mes articles dans Google Drive, en français, anglais, espagnol et chinois, sont dans la présentation. Pour que la notion d'innocence d'exister se répande, abonnez-vous, commentez et likez, et encore merci.